Habitude professionnelle sans doute. Je marche volontiers la tête baissée, regardant par terre comme si je prospectais un champ pour y découvrir des tessons. Le sol surtout m'intéresse. Dans la rue, j'aime regarder les trottoirs et toute la vie qui s'y imprime, les sutures provoquées par les multiples travaux qui leur donnent des allures de grands opérés, les marques laissées par les bécanes de moto formant de véritables colonies près de certaines entrées, les petits cercles faits par les chaises d'un bar qui parfois a disparu. C'est comme si l'on voyait un bout de la vie d'en bas. Cela me rappelle le collège. Un gars de la classe avait collé un miroir sur sa chaussure pour regarder sous les jupes de la prof. Je suis un peu comme lui, un voyeur de la vie envolée. J'aime la saisir à la dérobée. Je sors du métro. Pour rejoindre l'université, je passe sur un trottoir constellé de milliers de chewing-gums. Voilà maintenant 21 ans que j'y enseigne l'archéologie. Cela fait si longtemps que j'y marche dans mes propres pas. Je me revois jeune maître de conférence, un peu idéaliste, dans cette fac des années 70, mais qui, en 1993, était déjà vieillissante. Aujourd'hui, c'est un lieu de contraste, où les chantiers de la modernité et les nouveaux bâtiments déjà sortis de terre côtoient ceux qui, abandonnés à la torpeur, attendent leur reconstruction. Plutôt qu'aux splendeurs de la grande bibliothèque et du nouveau bâtiment des langues, domaine du propre et du net, mon esprit m'attire vers les zones délabrées, promises à la destruction ou à la réhabilitation, mais où l'intimité d'autrefois s'y reconnaît encore. On y trouve aussi tout un théâtre d'images et d'étranges lieux d'incongruité. J'entre dans la cour. Cette grande cour carrée bordée de portiques et couverte de gazon. Autrefois, elle était traversée par des allées obliques, grandes cicatrices créées par le piétinement de ceux qui voulaient couper court pour rejoindre leur amphi au plus vite. Comme elles étaient boueuses en temps de pluie à l'époque, maintenant, ces allées obliques sont dallées, comme si l'usage l'avait emporté sur l'esthétique et la règle. Ailleurs, c'est la vie qui gagne sur l'architecture, juste dans d'étroits espaces, comme ces dalles éclatées qui suivent les canalisations. Entre un terrain qui bouge et l'immense piétinement régulier qui les écrase, elles se sont morcelées et leurs éclats enregistrent la vie des pas. Tout autour, les arbres ont aussi déformé la chape de béton, lui donnant avec leurs racines ces gondolements de peintures expressionnistes. Sous les pavés et la plage, disait-on en 68. Devant la fabrique, le revêtement de ciment est vraiment comme une peau, qu'elle se met à peler, et ce qu'on voit n'est ni la plage, ni même la terre, mais un autre sol, plus ancien, un dallage de carreaux en terre cuite, sur lequel je me souviens avoir marché, autrefois. Quand on laissait tomber quelque chose dessus, le son n'était pas le même. À l'université aussi, le sol enregistre la vie, sauf qu'il s'agit d'une vie que j'ai vécue. Voici ce vieux bâtiment où je faisais cours autrefois, avant que mon UFR ne déménage. Quand j'y retourne, c'est pour regarder le lindo. Là, dans le couloir, je retrouve les 1000 petits trous noirâtres ou jaunâtres qui longent les murs et qui pullulent près des portes d'entrée dans les salles. Et l'escalier lui aussi constellé de petits trous, tous noirs. En revanche, devant les portes même, il n'y en a pas un seul. Des étudiants s'asseyaient là, par terre, contre les murs, ou sur les marches d'escalier, et écrasaient leurs mégots de cigarettes contre le lino blanchâtre. C'était avant la loi Evin. Elle était déjà passée quand je suis arrivé, mais on voyait encore quelques cigarettes dans les locaux, ou plutôt, on s'attendait à en voir. Toute cette vie d'autrefois, envolée avec la fumée recrachée par les fumeurs, le sol l'a retenue. Ce doit être de la même époque que datent les petits cercles visibles sur le lino de l'amphi 6. Ils sont nombreux, juste derrière les sièges. Ils sont répartis de part et d'autre de ces deux éléments métalliques enfoncés dans le sol qui servaient à fixer les supports de deux appareils de projection de diapositives.
Cela était manuel, tandis que celui qui se trouve encore dans la cabine est automatique et télécommandé. Depuis l'installation du vidéoprojecteur, il ne sert plus beaucoup. Il y en avait du monde dans l'amphi à l'époque. C'était la grande vague de massification des années 90, avec peu d'enseignants. Les étudiants qui n'avaient pas de place sur les bancs s'asseyaient par terre ou se procuraient des chaises. Et ce sont ces chaises qui ont créé ces petits cercles. Il y eut ensuite des recrutements de professeurs et une décrue des étudiants. Maintenant, on fait cours devant des amphis à moitié vides. Ces dernières années, pourtant, une nouvelle vague s'amorce, semble-t-il. Mais cette fois, les recrutements ne suivront pas. Je le crains. Le nouveau bâtiment dans lequel mon UFR s'est installé a déjà une dizaine d'années. C'est assez pour qu'elle ait vécu. Il n'y a rien à lire sur le sol, pas de petits trous de mégots. Mais les murs couverts d'un papier blanc sont sensibles. La base est toute grise, frottée par les sacs, parfois crasseux, les têtes chevelues et pas toujours lavées de ceux qui s'assoient le long des parois. Mais le gris vient surtout des pieds des étudiants qui s'appuient contre le mur en attendant l'enseignant. Ils prennent sans le savoir des poses de statues grecques. Il y a tant de choses à voir, comme ces équerres de fer fixés au plafond des galeries, juste devant un grand sillon, et les tacs de fer leur répandant au sol, vestiges d'un ancien système de fermeture, la grille coulissée dans la rainure. Ce système a changé au fil des élargissements du campus et des mouvements étudiants. Portes et grilles se sont déplacées. Les mouvements étudiants jalonnent l'histoire de l'université. Il faudrait une recherche plus attentive pour en retrouver les différentes marques. Voilà que nous nous retrouvons au cœur de l'un d'entre eux, provoqué par la mort de Rémi Fraisse, un militant hostile au barrage de Sivens. Tables et chaises entassées ferment l'entrée. Le campus devient un domaine réservé. Des militants campeurs, mais aussi funambules et artistes de théâtre, se sont installés dans l'une des cours. Mais c'est bien toute l'université, tout l'ancien Mirail, qui est un théâtre d'images. Certains murs portent de grandes peintures murales réalisées par des artistes de rue. Leur langage artistique est obscur pour moi, tout comme leurs inscriptions. L'une, toutefois, montre un professeur de mathématiques hanté par une sorte de fantôme, face à une série de personnages à œil unique, dont un tient un pinceau. La peinture se déploie de part et d'autre d'une porte métallique, mais déborde également sur le ventail. Autour de cette grande peinture ambitieuse, il y a de vieilles inscriptions, témoins d'engagements anciens, avec notamment un A d'anarchie, placé juste sous deux ironiques caméras de surveillance. Ailleurs, la peinture bleue des murs s'écaille, laissant apparaître la sous-couche blanche et, dessous, l'ancienne peinture rouge. Si l'on regarde attentivement, d'anciens graffitis sont reconnaissables. Mais, à l'endroit même où tombent les pelures de la dernière couche, un graffito recouvre les différents états. Aux graffitis des murs répondent ceux qui peuplent les tables des amphis. Les vieux amphis notamment constituent une véritable réserve grouillante d'inscriptions et de dessins qui se sont déposés au cours de dizaines d'années. Les graffitis s'y bousculent, parfois se répondent les uns les autres, se chevauchent, témoins de l'ennui, de l'inattention ou tout simplement de la distraction. Les graffitis en rapport avec l'enseignement rencontrent ceux à teneur politique. À côté d'une fleur de lys accompagnée d'un « Vive le roi », on lit « Moi, j'aime bien le roi quand il se balance au bout d'une corde. » Et je pense, la corde, une mort pas très républicaine pour un roi. Un grand Occitania Liure recouvre maint graffiti plus ancien, mais est lui-même recouvert par un Twisser SHT écrit en simple capitale. Dessous, on retrouve Twisser écrit en lettres sophistiquées. Cette signature se retrouve sur des murs dont les photos ont été mises en ligne sur le net. SHT a un blog où l'on voit une immense fresque peinte dans notre établissement même. Une troupe de personnes pose devant. Parmi elles,
on reconnaît le président de l'université. Sur la fresque, on lit les signatures Yeshe, Zeus et Soek. Sur la table d'un amphi, je me perds à déterminer quelle a été la première inscription. Ici, un gros tag écrase tout ce chuchotage graphique sous sa signature à fonction identitaire. Il témoigne de la fréquentation des lieux en dehors des cours. Ailleurs, c'est un pochoir noir, lui aussi réalisé en dehors des cours, qui sert de support à une inscription blanche dans laquelle on retrouve un SHT plus tardif et conquérant. Mais pour le promeneur rieur, rien ne vaut les arrière-salles abandonnées près des amphis. Celle de l'amphi 6 est occupée par tout un groupe de lunettes de WC, disposées en rang, qui ressemblent à des sièges d'étudiants devant un professeur qui serait installé à un bureau lavabo. En somme, un mini-amphi de fantômes studieux qui se libère le ventre. La salle voisine sert à entreposer des panneaux auxquels étaient fixés des cylindres destinés à accueillir des rouleaux de papier toilette. Ce sont les naufrages de travaux abandonnés. Le graffeur Boons se les est appropriés. Sur la partie gauche du mur, 3 panneaux de ce type sont posés les uns par-dessus les autres. Celui du fond porte des graffitis qui ont été inscrits avant que les panneaux ne soient rangés de cette manière. Ont-ils été peints alors qu'ils étaient dans une autre pièce? Je pense aux graffitos de Pompéi. Cacator, Kawe Malum. Chieur, prends garde à ne pas attraper mal. Aujourd'hui, le Malum, c'est le blocage de l'université en proie au romantisme déplacé et juste cause connectées aux mauvais tuyaux. Elle ne fonctionne pas plus que ces lunettes de WC. Pourtant, à l'humeur inquiète du professeur se mêle secrètement, insidieusement, la joie du voyeur, car c'est derrière ces barricades que s'entretient le silence des traces. L'avenir est toujours un carrefour à double sens. L'étrange rencontre des objets nous le dit dans les rues de Toulouse.